Alors nous sommes le samedi 10 mai 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, nous sommes au parc de la Navale. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Marie-Christine Vergiat, députée européenne sortante, tête de liste du Front de gauche pour les prochaines élections européennes qui auront lieu le 25 mai. Il y a eu une conférence de presse ce matin à laquelle j'ai assisté bien évidemment. Je vais demander de revenir au micro de manière à ce que nous puissions faire véritablement une vraie interview radio parce que vous allez voir que le son sera un petit peu différent et puis j'espère qu'on vous entendra mieux et par rapport certainement à ce que vous avez à nous dire, ce sera mieux aussi. Alors, vous êtes ici d'abord, on va parler de la fête. C'est bien sûr la fête du PCF, nous sommes au parc de la Navale. On va parler de cette fête à laquelle vous participez déjà. Je suis très heureuse de participer à cette fête avec mes amis communistes, d'autant plus que je suis tête de liste présentée par le Parti communiste. Donc je suis aussi là pour les remercier de leur confiance. Alors avec bien sûr tout ce qui va, c'est-à-dire les différentes sections, la fête et puis la partie sérieuse. Alors pour l'instant, il est 14h30 à peu près. On enregistre cette interview maintenant puisque dans quelques instants, vous serez sur scène et vous ferez votre grand discours. Exactement, parce qu'on est en pleine campagne électorale, que cette campagne électorale est difficile parce qu'elle est très courte, parce que les grands médias nationaux ne parlent pas des enjeux de cette campagne électorale. Donc on est obligé de faire une campagne de terrain et pour cela, on a besoin de la mobilisation des militants et notamment des militants communistes. Nous, on y est aussi parce que, je vais vous le dire, pendant l'élection municipale, on a été bien présents dans cette ville de la Seine-sur-Mer. Il était tout à fait normal qu'on revienne et que surtout vous nous donniez une occasion de revenir dans ce parc de la Navale. Alors, on va revenir bien sûr sur ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous allez dire tout à l'heure ? Je vais parler des enjeux de ces élections européennes et puis comme je suis députée sortante, ça me permet d'avoir du recul par rapport aux dernières élections de 2009. Je me rappelle qu'en 2009, tout le monde faisait campagne sur le thème de l'Europe sociale. Je dis bien tout le monde, y compris l'UMP. J'ai envie de dire aujourd'hui, faisons le bilan de leur Europe sociale. Le bilan de leur Europe sociale, c'est des politiques d'austérité de plus en plus sévères à l'encontre des populations les plus en difficulté, dont les premières victimes sont les populations les plus en difficulté. Quelques chiffres. Depuis 2008, début de la période de la crise financière, de la crise des subprimes, de la crise de la spéculation financière, le pourcentage de la population en situation d'exclusion est passé de 18 à 25%. Dans certains pays de l'Union européenne, il est entre 40 et 50%, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, de l'Union européenne, et dans les pays du Sud, puisque la Grèce a été une des premières victimes de ces politiques austéritaires. On dit, nous, le laboratoire, puisque après la crise des subprimes, la Banque centrale européenne a prêté 1000 milliards d'euros aux banques, et elle a eu raison de prêter ces 1000 milliards d'euros aux banques parce que sinon c'est les déposants et les petits déposants qui auraient été les premières victimes de la faillite des banques, mais elle a eu tort de le faire sans condition. Et qu'ont fait les banques à ce moment-là ? Elles ont été spéculées sur la dette publique qui est sur les marchés financiers, ce que nous dénonçons. Donc elles ont prêté aux pays du Sud et notamment à la Grèce, et plus les pays étaient en difficulté, puis elles ont prêté à des taux d'intérêt très élevés, alors que la Banque centrale européenne leur prête, alors c'était à l'époque 1% et aujourd'hui c'est même 0,5%. Donc nous disons que ça ne serait quand même pas très difficile que la Banque centrale européenne prête directement aux États membres à des taux équivalents à ceux des banques, voire à des taux zéro. Et c'est aussi, autre exemple, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres qui se creusent. Les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, les plus riches sont de plus en plus riches, à tel point qu'une grande ONG comme Oxfam, on ne peut pas soupçonner d'être proche de tel ou tel parti politique, dit que sur la pente actuelle, les pays de l'Union européenne, d'ici 15-20 ans, n'auront plus rien à envier aux pays les plus pauvres de la planète en termes d'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Et nous sommes la première puissance économique mondiale quand on totalise les PIB de l'Union européenne. Donc nous disons la clé du problème, c'est la répartition des richesses. Assez de faire des cadeaux aux plus riches, assez de trouver tous les systèmes possibles et inimaginables pour exonérer les plus riches des impôts alors qu'on augmente les impôts des autres catégories sociales. Justement, il y a cet exemple qui a été donné par le Canard enchaîné, je crois, concernant le salaire de M. Gattaz. Oui, le salaire, nous sommes plutôt pour un salaire maximum, nous. Mais en même temps, c'est un épiphénomène. Il ne faut pas s'attaquer à tel ou tel, il faut s'attaquer généralement au système. Moi, je donne toujours l'exemple de la taxation des transactions financières, la taxe Tobin. Ça fait 40 ans que nous sommes un certain nombre à voir les dérégulations du système et à dire il faut enrayer ces dérégulations du système. Le Parlement européen, qui a beaucoup plus de pouvoir que certains voudraient bien le dire, parce que c'est facile de dire
le pouvoir européen n'a pas de pouvoir, parce qu'on s'exonère de ses responsabilités à l'intérieur du Parlement européen. Il pourrait avoir plus de pouvoir, mais déjà qu'il exerce les pouvoirs qui sont les siens. Alors sur la taxe des transactions financières, le Parlement européen a voté une taxation qui devait rapporter 200 milliards d'euros. C'est peu par rapport à l'ensemble des masses financières concernées, puisque c'était une taxation à 0,01%. Donc c'est pas grand-chose, et c'est pas ça qui aurait mis l'économie du monde en faillite, comme on dit trop souvent. Mais c'était encore trop. Comme le Parlement européen n'a pas l'initiative législative, et ça c'est un problème, la Commission a présenté un texte, mais elle l'a raboté. Le texte ne devait plus rapporter que 100 milliards d'euros. À partir de ce texte, les pays les plus concernés par la spéculation financière, le Royaume-Uni et la City, le Luxembourg et siège de la plupart des banques européennes, se sont opposés au texte. Donc on a remis un texte qu'on appelle dans un mécanisme de coopération renforcée qui ne devait concerner que 11 États membres. Et là, nous avons vu les États membres à la manœuvre, et notamment la France. Un certain Pierre Moscovici, alors ministre de l'économie et des finances, et paraît-il aujourd'hui candidat de la France à la Commission européenne, sous la pression des banques françaises, sortir de l'assiette de la taxation des transactions financières les produits dérivés, c'est-à-dire les produits les plus spéculatifs. Le Conseil des ministres de l'économie et des finances a décidé cette semaine de reporter la taxation sur les transactions financières et en sortir l'essentiel des produits dérivés. C'est scandaleux. Donc nous on dit simplement tout ça, ça suffit. D'autres politiques sont possibles à l'intérieur de l'Union européenne. Nous disons il faut rompre avec ces traités. Parce qu'au cœur de ces traités, il y a la concurrence libre et non faussée et le principe de compétitivité du tous contre tous, finalement, entre les États, entre les peuples, entre l'Union européenne et le reste du monde. C'est le dumping social et le dumping fiscal généralisé. Nous disons au contraire, il faudrait mettre aux frontières de l'Union européenne des visas environnementaux et sociaux pour protéger les normes sociales et environnementales telles qu'elles existent et les tirer vers le haut. Ils font tout le contraire, puisqu'avec le grand marché transatlantique qui est en cours de négociation, c'est justement ces normes sociales et environnementale que l'on veut casser. Donc il faut rompre avec les traités, il faut savoir désobéir, le contraire de ce que M. Manuel Valls fait avec son pacte de responsabilité, puisqu'il exécute les recommandations, et j'ai dit bien c'est des recommandations, ce ne sont pas des directives et des règlements, donc ce n'est pas des applications de droit direct. Donc c'est des recommandations, ce n'est pas pour rien si ça s'appelle des recommandations. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas de caractère obligatoire, donc on pourrait désobéir. Et donc Manuel Valls fait tout le contraire, il est le bon élève de la classe. Et il se gargarise d'avoir donné un gage à sa gauche, si je puis dire, à la gauche du Parti socialiste, en renonçant à reporter l'augmentation du RSA. Se féliciter d'un report, de faire payer aux populations les plus pauvres, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Donc rompre avec les traités, désobéir quand c'est nécessaire. Je dirais donc ne s'en prive pas à l'intérieur de l'Union européenne. Je vais parler de nos amis anglais. La Grande-Bretagne ne prend dans l'Union européenne que ce qui l'intéresse. Elle est dans l'espace économique, elle n'est pas dans la zone euro, elle n'est pas dans l'espace Schengen. Donc ce que les Anglais peuvent faire, nous aussi on pourrait le faire. Ça n'a pas fait effondrer l'Union européenne, et le fait que la Grande-Bretagne soit dedans dehors, on ne sait plus trop d'ailleurs, ne change pas la cohésion de l'Union européenne. On considère la Grande-Bretagne comme un État membre de l'Union européenne. Donc rompre avec les traités, désobéir quand il le faut, et proposer d'autres politiques. Redonner de l'espoir, parce qu'il y a encore une majorité de citoyens européens, y compris de citoyens français, qui croient encore dans l'espace régional européen, qui croient que ça pourrait être un espace de paix, de prospérité, de solidarité, de coopération. Et nous, c'est ça que nous voulons mettre en avant, en proposant des choses constructives, en disant qu'il faut enfin lutter contre la spéculation financière, qu'il faut enfin lutter contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 1000 milliards, l'équivalent du budget européen sur 7 ans. 3 fois le budget de la France. Lutter contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale. On parle toujours de la fraude des salariés, on parle jamais de la fraude des patrons, qui est 3 fois supérieure. On ne dit jamais que nombre de salariés ou de personnes en difficulté n'exercent même pas leurs droits. On est dans un monde fou et on fait croire au peuple français, aux peuples européens qu'il n'y a qu'une alternative. Et moi je dis non, Margaret Thatcher dans les années 1980 n'avait pas raison. Elle disait there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. C'est tout le contraire. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Aujourd'hui même le FMI, même l'OCDE, qui là encore ne sont pas des organismes révolutionnaires, disent que si l'Union européenne continue comme ça, elle va plonger son économie et derrière elle
l'économie mondiale dans la récession. C'est ça que nous voulons. Nous voulons donner de l'espoir, donner une autre répartition des richesses, de la solidarité entre les populations. Et nous sommes en fond d'écran, si je puis dire, en train d'entendre un superbe exposé de Michel Étiévant sur la sécurité sociale qui rappelait les combats de la résistance. La résistance, ils ont porté des choses extraordinaires qui ont toute leur valeur aujourd'hui. Il faut relire le programme du Conseil national de la résistance. Ils l'ont fait dans des conditions dramatiques. Ils avaient la Gestapo, les collabos qui les guettaient à chaque instant. Donc ce qu'ils ont fait dans les années 40, nous aussi nous pouvons le refaire en leur rendant hommage, en faisant vivre leur mémoire, en faisant revivre leur combat. Oui, une autre Europe est possible. Oui, le seul bulletin qui est un vrai bulletin de résistance et de propositions alternatives, c'est le bulletin Front de Gauche. Alors justement, nous sommes à 15 jours, ça fait pas beaucoup en matière de campagne. Oui, c'est court. En fait, la campagne électorale aura duré dans sa totalité un mois. Même pas, à peine. Moi, j'ai été désignée tête de liste Sud-Est il y a un mois, donc je suis partie en campagne depuis un mois. Mais c'est vrai c'est difficile de mobiliser les militants d'abord et a fortiori les électeurs, parce qu'on ne parle pas de ces élections européennes et ça arrange bien tout le monde qu'on ne parle pas de ces élections européennes. Parce que moins la participation sera élevée, moins la crédibilité de ces élections sera grande. Donc on nuit à la démocratie par ça. Donc il faut au contraire que les électeurs se rendent aux élections, pèsent sur ces élections. C'est le seul espace un peu démocratique de l'Union européenne, c'est le Parlement européen. Il faut aller mettre des bulletins dans l'urne et si possible aller mettre des bulletins Front de Gauche. Alors justement, je suppose que vous ne venez pas qu'à la Seine-sur-Mer, vous avez fait d'autres villes avant. Comment on vous reçoit et comment on reçoit vos propositions? Non, je ne fais pas campagne qu'à la Seine-sur-Mer parce que je suis élue de la grande circonscription Sud-Est, c'est-à-dire Ça on sait, oui. Rhône-Alpes, PACA et Corse, de Bourg-en-Bresse à Bonifacio en faisant cours. Donc c'est effectivement un espace immense dans lequel j'essaye d'être aussi présente que possible. Je dirais que l'accueil est plutôt bon. Les gens posent plein de questions, les gens demandent à comprendre. Les gens posent des questions justement? Oui, les gens posent énormément de questions. Moi, je suis très frappée par ça, mais je suis frappée par ça depuis 5 ans que je suis au Parlement européen parce que je participe à énormément de débats sur ces questions. Les gens, ils ont envie de comprendre. Je crois qu'il y a quelque part des traces de la bataille de 2005, la bataille pour le TCE dans laquelle on a nié le refus français d'accepter ce traité constitutionnel qu'on a fait repasser par la fenêtre via la voie parlementaire au Parlement français. Il y a encore dans la mémoire des traces des débats passionnants qui ont eu lieu à ce moment-là. Les gens posent énormément de questions. Simplement, ils ont du mal à croire qu'ils peuvent peser sur les décisions. Et moi, je répète que les parlementaires européens, en tout cas les parlementaires européens de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, groupe auquel j'appartiens, auquel les députés du Front de Gauche appartiennent, ne savent travailler qu'avec les mobilisations sociales. Et quelquefois, ces mobilisations sociales payent. On l'a vu avec ACTA, l'accord sur la contrefaçon qui a été rejeté par le Parlement européen il y a 3 ans. Cet accord mettait en cause la liberté d'expression sur le net, Adopi puissance européenne. Il mettait en cause les médicaments génériques et le droit de propriété intellectuelle. Ils sont en train de nous le ramener par la fenêtre via le grand marché transatlantique. Mais il y a une énorme mobilisation sociale, notamment via les réseaux sociaux. La très grande majorité des parlementaires européens a rejeté cet accord. Seuls 50 parlementaires, moins de 50 même, ont osé voter oui. Donc la mobilisation citoyenne peut payer et doit payer de plus en plus dans les institutions européennes. En matière de listes, il y a combien de listes? Dans la circonscription Sud-Est, il y a 23 listes. Il y a 23 listes. La moyenne en France, c'est 24. Donc on est un tout petit peu en dessous de la moyenne, mais c'est énorme, oui. C'est assez surréaliste d'ailleurs parce que les élections européennes sont des élections difficiles. Et un seul tour? À un seul tour, on ne peut avoir des élus que si on dépasse le seuil de 5%, ce qui est injuste d'ailleurs. Avec les circonscriptions, ça aggrave encore les phénomènes par rapport à ce que devrait être une proportionnelle intégrale. Donc la plupart de ces listes n'atteindront pas les 5%, ni même les 3% qui permettent de bénéficier des financements publics. Donc moi je crois que la division est nuisible, elle est nuisible à la démocratie, qu'il y a des forces là-dedans qui devraient travailler ensemble. Moi je suis candidate citoyenne présentée par le Parti communiste, mais je n'appartiens à aucune des composantes du Front de Gauche. Donc je crois véritablement au rassemblement. Donc nous on fait notre travail pour que le maximum de voix ne soit pas éparpillé. Je répète, je crois qu'en mettant un bulletin Front de Gauche dans l'urne le 25 mai,
les électeurs auront un vote utile, un vote pour des parlementaires qui font leur travail à l'intérieur du Parlement européen, contrairement aux députés de l'extrême droite qui ne viennent jamais au Parlement européen, sauf pour toucher leurs indemnités parlementaires, c'est-à-dire qu'ils viennent juste au moment des votes 3 jours par mois, entre 11h30 et 13h30. Donc je dis, ne vous trompez pas de colère, essayez de réfléchir, de lire nos propositions et de voter Front de gauche.